Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en 2009, le 15 septembre pour être exact, et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et d'éviter ainsi de perdre du temps. J'ai également mon propre site, rudykoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais aussi des formations en fonction de sa morphoanatomie, c'est-à-dire de vos longueurs osseuses, de vos longueurs musculaires, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation super physique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudykoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, dont de nombreux compléments sont bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Goudin, que vous connaissez peut-être pour avoir gagné 5 années de suite les Super Physique Games. Pratiquant de force athlétique et notamment champion de France en 2019, il coach depuis quelques années dans le milieu et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes qui ont un objectif en force athlétique. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram CLTGD1 où il partage ses entraînements presque au jour le jour. Allez, c'est parti. Salut Clément, comment ça va? Salut Rudy, ça va bien et toi? Eh ben, écoute, ça va bien. Donc nous faisons le podcast bien en avance du jour habituel parce que je crois que tu pars encore jouer au billard. Ouais. C'est bien ça? Non, non, je pars pas jouer au billard. Je sais pas si les gens savent, mais j'entraîne l'équipe de France féminine de billard. Ah, féminine. Ouais. Et là, on fait un stage national sur la fin de semaine. Donc, je pars de mercredi à dimanche. Et quand c'est comme ça, est-ce que tu dis que tu les entraînes, c'est juste la partie technique ou il y a aussi une partie un peu prépa physique? C'est essentiellement une partie technique. Après, au niveau de la prépa physique, si on peut parler de prépa physique, on introduit des choses. Alors, on introduit des ateliers un petit peu, alors, pour les jeunes aussi, parce il y a un stage jeune et le stage adulte qui est après. Donc, on fait tout un tas d'ateliers sur prévention, sur le dopage, prévention sur l'alimentation, les conduites à risque, le tabac, l'alcool, etc., etc. Donc ça, c'est beaucoup pour les jeunes. Et effectivement, on parle un petit peu de qu'est-ce que je peux faire en termes de préparation physique. Alors, je mets des guillemets à préparation physique pour être en forme, parce qu'en fait, t'as pas besoin de qualité physique particulière pour jouer au billard, mais un match ou une compétition, c'est très très long. Des fois, tu peux jouer 7-8 heures dans la journée, donc plus tu vas avoir une bonne condition physique, mieux tu vas pouvoir encaisser la longueur de la compétition et être lucide dans les moments clés. Donc c'est ce qu'on essaye de transmettre. Et même dans la longévité, parce que la position, tu sais, c'est un mouvement répétitif où tu viens de pencher énormément en avant, donc il y a beaucoup de flexion lombaire. Et on essaye de leur montrer des petits exos à mettre en place pour compenser un petit peu cette flexion lombaire. Donc de l'extension Mackenzie, un peu de renfort lombaire, un peu de renfort abdos, etc. Est-ce que justement, je dérive un peu, mais est-ce qu'il y a du dopage justement un peu dans le billard pour rester concentré plus longtemps, plus énergique durant ces longues parties? Alors c'est pas enfin pas tellement. Alors après c'est toujours pareil, tu sais jamais comment c'est exactement, mais avant il y avait beaucoup plus de contrôle que maintenant. Maintenant on en a plus tellement. Mais comme dans tous les sports, parce que le budget de la FLD, en fait, faut savoir que le budget de l'agence française pour le dopage, en 10 ans, il a été réduit de par 4 quasiment. Donc forcément, faire des contrôles au billard, c'est pas une priorité. Mais potentiellement, tu as beaucoup de... Donc tout ce qui est bêta-bloquant, c'est interdit, parce que comme ça fait réduire le rythme cardiaque, ça peut faciliter la concentration, moins de stress, etc. Et ce qui peut se retrouver un petit peu, mais ça se retrouve plutôt en Angleterre, dans des circuits pro ou sur des money match, parce qu'en Angleterre, ils ont le droit de parler de l'argent. C'est plutôt tout ce qui est cocaïne, etc. Pour enlever un petit peu les inhibitions et pas trop avoir de doutes, etc. Mais en France, c'est vraiment plus qu'anecdotique, ça se fait pas quoi. Ok. Et donc ça fait un moment que tu fais ça comme le billard, non? Depuis avant la muscu en fait, j'ai commencé à jouer au billard à 15 ans et après en compétition à 18 ans. Donc j'ai fait ça pendant longtemps et après j'ai commencé à coacher en 2011. 2011, j'ai eu 3 jeunes que j'ai entraînés qui se sont allés en équipe de France, dont une petite qui est double championne du monde.
qui était la plus jeune championne du monde et là récemment là. Et ensuite en 2018, le sélectionneur du coup, comme j'avais des bons résultats avec les jeunes, il m'a appelé pour m'occuper des équipes de France. Donc d'abord l'équipe de France moins de 18 et ensuite depuis 2021 l'équipe de France femmes. Mais toi, t'as été bon en tant que joueur? Tu sais, je pose cette question parce que c'est toujours le même débat. Faut-il avoir été bon pour entraîner ou pas? Est-ce que tu as été bon? J'ai été pas mauvais, C'est pas quoi pas dans les mauvais? non, mais j'avais un petit niveau national, ouais, un bon niveau national. J'avais un bon niveau national. J'ai joué parce qu'en fait, on a plusieurs divisions. En fait, ça fait quasiment 15, non, attends, 12 ans que je joue sans interruption, soit en national 1, soit en national 2. Donc, c'est les deux plus hauts niveaux possibles. Il y a juste eu un petit interlude où j'avais arrêté les compétitions et donc du coup, on était reparti en National 3, ensuite on est remonté en National 2 puis en National 1. Et là, ça fait 3 ans qu'on est en National 1 avec mon équipe. Et alors moi, je joue plus beaucoup parce que j'ai pas trop le temps de m'entraîner. Mais sinon, ouais, un bon niveau, enfin un niveau moyen national, on va dire. Ok, Donc ça ouais, mais suffit. Mais après, si tu veux, au billard, t'as des gens qui sont très 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 bons, mais qui ont très peu de connaissances techniques sur qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les réactions, etc. et comprendre ce qui se passe et savoir l'expliquer. Et en fait, ces connaissances-là, elles vont te permettre, même avec un petit manque d'entraînement ou quoi, d'être quand même compétitif. Et au billard, si tu veux, tu peux n'importe qui peut battre quasiment n'importe qui, comme t'as pas d'aspect de prépa physique ou quoi. Tu vois, par exemple, si Federer il revenait dans le tennis aujourd'hui au plus haut niveau, physiquement, il serait pas au niveau, tu vois, parce que il est pas prêt. Bah ça dans le billard ça existe pas, donc même un mec qui a été très très bon pendant longtemps, s'il arrête il peut revenir et il peut battre des mecs parmi les meilleurs. Après c'est sur la durée d'une compétition où il y arrivera pas forcément, mais il peut battre les meilleurs. ok, ok. J'avais une autre question qui me vient parce que j'écoutais un podcast récemment de Jérôme Simian que j'ai mis dans ma revue de presse sur mon Patreon où il expliquait qu'il y avait beaucoup de jeunes, entre guillemets, qui faisaient des super perfs quand ils étaient jeunes, mais comme ils s'intéressaient pas justement à la technique, à comment progresser, ils couraient toute leur carrière après cette, euh, cette performance qu'ils avaient fait ou l'amélioration des perfs, et en fait, ils stagnaient, ils étaient meilleurs quand ils avaient 17, 18, 19 ans, un peu par coup de bol, et après, ils couraient tout le temps après ça. J'ai l'impression que c'est assez courant. Est-ce qu'en billard, ça peut se passer aussi un peu comme ça? Ou tu as Euh, un très bon niveau très jeune, et en fait, après, comme tu l'as dit, là, ils s'intéressent pas trop à la technique, tout ça, et ils stagnent indéfiniment? oui et non, c'est-à-dire que tu as deux profils. Pendant longtemps ça a été un peu ça. C'est-à-dire que tu as trois joueurs en France qui sont les trois meilleurs joueurs français depuis plus de 20 ans. Donc ils gagnent à eux trois, ils gagnent 80% des tournois depuis 20 ans au niveau national. Donc maintenant, c'est des gars qui ont quasiment 50 ans. Hein. Ouais, enfin, ça fait même 30 ans qu'ils gagnent tout. Et, euh, et eux, tu vois, ils ont une grosse construction. Après, ils ont vu beaucoup de joueurs défiler, notamment des jeunes joueurs, parce que si tu veux, au billard, il y a beaucoup une notion de confiance. Et quand tu es jeune, tu as un peu l'inconscience qui fait que tu vas tenter des choses et que tu vas réussir des choses et que tu prends moins la pression, etc. Bien sûr, Et c'est comme c'est les quatre stades de la compétence un peu. Ils sont inconsciemment compétents, ouais, quoi. voilà, c'est un peu ça. Et ça, c'est une grosse force. Et après, bah, arrive entre guillemets une période un petit peu plus creuse où tu as le doute qui commence à apparaître et tu commences à comprendre les conséquences potentielles de si tu rates. Et là, ces joueurs-là, ils vont parfois avoir un petit creux avant de repartir sur un deuxième haut niveau. Mais c'est en train de beaucoup changer parce que justement au niveau de la Fédé, on fait énormément de formations, on fait des stages comme là, on fait du suivi à distance pour les joueurs et les joueuses. Donc les joueuses de l'équipe de France, j'ai un suivi à distance avec elles, où on leur envoie des exercices, elles m'envoient leurs résultats. De temps en temps, on fait des visios où on les teste, etc. Et et en fait, bah, le niveau technique, grâce à ça, grâce à ce qu'on a mis en place, grâce au stage, et grâce aussi aux formateurs qu'on a, parce que je suis aussi formateur en fait pour les équivalents des BF1, BF2, BF3. Les formateurs qu'on a formés sont aussi de plus en plus compétents, donc dans les clubs ça marche de mieux en mieux, le niveau détection c'est de mieux en mieux, et on se rend compte que de plus en plus jeunes, nos joueurs ont des bases techniques de plus en plus hautes, et c'est pour ça que on a un vivier qui est 10 fois moindre que ce qu'il peut y avoir dans les pays anglo-saxons, donc en Angleterre, en Écosse notamment, mais à l'international, on les bat quand même et on fait partie des
toute meilleure nation, y compris chez les jeunes, parce que on forme mieux. On a beaucoup moins de jeunes, mais par contre, on les forme vraiment bien, et ça nous permet de rivaliser avec ces nations qui sont très très fortes et qui ont un très gros vivier. Mais est-ce que tu penses que Fabrice pourrait se mettre au billard et performer alors? Parce que comme Ouais. il cherche des activités, tu sais, un peu cool. Un peu de cool intellectuel. Bah, et puis je pense qu'en plus, j'ai écouté le dernier podcast, vu sa routine d'entraînement, je pense que physiquement, il est prêt. Donc, je pense qu'il est prêt pour le billard et pour la cueillette des champignons. Donc, non, il y a pas de souci. Alors, pareil, je connais rien. Comment ça coûte une table de billard, tiens? Ça dépend du modèle, mais tu peux avoir un très bon modèle pour 1003, 1004. Ah ouais, et le matos? Quasiment intemporel. Il y a juste le tapis à changer de temps en temps, mais à 1003, 1400 € si le meuble, enfin la caisse et tout ça, tu l'entretiens bien et qu'il n'y a pas de souci, que tu fais pas n'importe quoi dessus, ça peut durer 20 ans, 30 ans. Là, à Limoges, il y a une boîte de nuit pas trop loin de chez moi. Avant c'était une salle de billard il y a 30 ans. Ils ont encore 2 billards dedans de cette marque-là. Ils ont 30 ans, ils ont toujours pas bougé alors qu'ils sont dans une boîte de nuit depuis 25 ans. Donc, Ouais, j'avais oublié que t'étais un clubbeur. J'avais oublié ouais. cette histoire. Mais par contre, le tapis, faut le changer régulièrement. Mais le meuble en lui-même, à 3 400 €, c'est un investissement à vie, quoi. Et après, le matériel, bah, c'est comme tout, c'est en train de s'affiner de plus en plus et ça coûte de plus en plus cher. Et selon les modes de jeu, ça coûte, tu vois, par exemple, au billard anglais, donc ce que je fais, une bonne queue de billard fait par un cue maker, donc à la main et tout en Angleterre, tu vas l'avoir entre 600 et 1200 €. Par contre, une queue de billard américain, tu peux y être ou de billard français, où il y a beaucoup plus de technologie dedans. On est sur du 2, 3, 4 000 €. Ah ouais, ah, c'est plus cher que la table alors. Alors pour le coup, les tables de billard français et de billard américain sont plus chères que les tables de billard anglais. Les tables de billard français, t'en as pour 3, 4 000 €. Ok. Et alors, je pose une dernière question avant qu'on parle de muscu quand même, mais c'est quoi la différence entre ces différents billards? Bah, t'as plusieurs tailles. Le billard anglais, c'est ce qu'on voit la plupart du temps dans les bars. Tu sais, c'est un billard qui est pas très grand, où t'as 7 billes rouges, 7 billes jaunes et la noire. Donc là, l'objectif, c'est de rentrer tout ton groupe de couleurs et la noire à la fin. Au billard américain, le billard est un peu plus grand, avec des billes qui sont un peu plus grosses, des poches un petit peu plus grosses, et c'est les billes numérotées. Donc c'est ce que tu peux voir, tu sais, dans la couleur de l'argent, par exemple, dans quelques films américains. Donc là, c'est un billard qui est un peu plus grand. Le billard français, donc billard carambole, c'est un billard où il n'y a pas de trou. Tu sais, t'as que 3 billes. Et en fait, tu vas taper une bille et l'objectif, c'est de venir taper les deux autres. Quand tu fais ça, ça marque un point et tu continues de jouer. Et bah, l'objectif, c'est de faire les séries les plus longues possibles et de marquer le plus de points possible. Et après, tu as le snooker, c'est ce que tu vois sur Eurosport des fois. C'est un billard qui est très 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 grand, où tu as 15 billes rouges, des billes de couleur, et l'objectif, c'est de faire une bille rouge, une bille de couleur, une bille rouge, une bille de couleur. Tu marques des points. Et il y a 147 points sur la table, et l'objectif, c'est de marquer le plus de points possible. Ok. C'est marrant parce que voilà, tout ce que tu dis, on voit quand même une certaine, pas complexité, mais que dès que tu t'intéresses à un sujet, c'est quand même beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine au début, tu Bah vois. oui. C'est-à-dire que le billard, tu peux aller dans un bar là ou au bowling et faire une partie de billard en attendant et taper des billes comme ça avec tes copains et rigoler à ce niveau-là et prendre plaisir. Mais tu peux aussi le pratiquer à très très haut niveau et pouvoir 5, 6, 7 fois d'affilée casser et rentrer toutes les billes de ton groupe de couleurs et que l'autre il est pas joué, tu vois. Et entre ces deux niveaux-là, bah, t'as un écart qui est terrible, quoi. Et puis, bah, après, c'est les petits détails qui font enfin, c'est les grands détails qui font les petits résultats, tu vois. Donc, à la fin, c'est énormément de travail pour très, très peu de résultats. Et en plus, il y a un facteur au billard qui est le facteur chance et le facteur de comment ton adversaire va jouer. Et des fois, tu te fais massacrer parce que t'as pas les tables, parce que pour l'autre, ça se passe bien, que lui, il joue très bien et que toi, à chaque fois que t'as la main, t'as rien à jouer, tu vois. Et, bah, c'est comme ça, quoi. Bon, allez, revenons maintenant à la muscu. Alors, avant qu'on attaque, je voulais qu'on refasse un petit point sur le CQP dans lequel tu vas intervenir, Clément. Donc, Ouais. pour ceux qui ont suivi les derniers épisodes et notamment ma vidéo sur YouTube ainsi que l'article sur mon site rudicola.com, j'ai donc eu l'autorisation d'ouvrir un CQP instructeur fitness option musculation personnel trainer sur Annecy. CQP dans lequel j'ai la possibilité évidemment de choisir les personnes qui vont enseigner euh, les disciplines, les domaines où j'estime qu'il y a quand même beaucoup plus compétent que moi. Et justement,
nous aurons Clément pendant 2 jours sur la force et l'haltéro. Donc l'haltéro, pour ceux qui ne savent pas, Clément était très fort en haltéro avant. Je sais pas si tu en fais encore un peu d'haltéro, mais tu enseignes Ouais. depuis un petit moment en BPJ. À un moment, tu faisais 150 à l'épaule, un truc du style. J'avais épaulé 155, j'avais arraché 115. Ouais, donc c'est quand même pas mal. Et depuis 2018-2019, j'en fais presque plus d'haltéro. Mais par contre, effectivement, je continue de l'enseigner dans les BPGEPS. Voilà. Et donc, Mais bon, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. ouais, ça s'oublie peut-être un peu plus que le vélo. Mais Ah, en vrai, je pense que tu vois là, les barres que je viens de te dire, euh, avec mon niveau de force actuel, parce que je suis plus fort maintenant, je serais capable de quasiment les reproduire avec très peu d'entraînement. je pense pas que tu es devenu un peu plus lent, justement, à force de plus exploser. Ouais, j'étais déjà pas très explosif à l'époque et je suis quand même beaucoup plus fort. Alors, honnêtement, à 5% ou peut-être 10% près, mais encore non, je pense vraiment qu'à 5% près, je suis encore capable de les faire ces barres-là. Et donc, tu interviendras sur l'haltéro, mais également sur la force athlétique. Donc, pendant 2 jours. Donc, évidemment, c'est un CQP, c'est assez court. Mais je rappelle que voilà, s'il y en a que ça intéresse, qui sont passionnés de muscu ou qui pensent à se reconvertir, tout ça, eh ben, il reste encore quelques places pour la première session qui démarrera en octobre. Sinon, la deuxième session, ce sera en mars. Donc, n'hésitez pas à me contacter via le lien dans la description pour en discuter, sachant que je recherche, comme je l'ai souvent dit, c'est comme en coaching, des gens motivés, et là, pour le coup, des gens qui ont de l'expérience, qui sont déjà entraînés depuis quelques années, au minimum, qui sont intéressés, donc qui suivent un peu ce qu'on fait, un peu, voilà, tout ce qu'on a pu écrire, tout ça. Parce que comme c'est un CQP, entre guillemets, premium que je monte, c'est pas accessible à celui qui s'entraîne depuis 1 an ou 2. Ça va être un peu trop compliqué. Et dans ce cas-là, bah, je le renverrai avec plaisir vers d'autres CQP que je peux connaître et que j'estime peut-être d'un niveau un peu moindre, mais voilà, il en faut pour tous. Mais voilà, on cherche vraiment à faire un CQP premium. Et donc, si ça fait longtemps que vous entraînez, que vous êtes passionné, vous en avoir plus, avoir accès à des vrais pros dans leur domaine de compétences, et bah, vous êtes les bienvenus. Voilà. Clément, j'étais aux Jeux Olympiques avec un de tes élèves. Est-ce que tu es au courant? Ouais, avec qui ça? Ah, il t'a pas dit avec Hugo. Ah oui, d'accord, ouais, ouais, Hugo Hugo. H. Hugo H, Ouais, on va ouais, l'appeler. ouais. Avec le petit Hugo H qui m'a invité Très donc très bien. aux Jeux Olympiques et donc on a pas Ah, mal t'as invité aux discuté. Jeux Olympiques? Ouais, il avait des places pour le kayak en fait. Alors pour l'histoire, Ah ok. pour ceux qui savent pas, il avait sélectionné quelques disciplines sportives qu'il voulait aller voir aux Jeux Olympiques et en fait après il proposait des packs avec des activités, des sports surprises, tu vois. Et en fait il a pas eu de bol, il a tiré le kayak. Ouais, non, je sais, j'ai entendu t'en parler dans le podcast avec Fabrice, j'ai entendu. Et Donc dès que donc Hugo que je connais bien et donc que tu entraînes et donc il m'a fait une remarque intéressante. Il y a deux choses desquelles je voulais parler avec toi. La première, c'est que il me dit quand je vois Clément sur les réseaux, j'ai l'impression que il force pas souvent. Il dit moi j'ai l'impression de forcer beaucoup plus et c'est vrai que quand on regarde tes réseaux, notamment là un peu hors saison, à part sur les assistances où on voit que tu forces un peu, voilà, on a l'impression que tu es souvent quand même en sous-max et que tu vas pas beaucoup forcer dans l'année. Est-ce que c'est ah, une fausse vision qu'on a ou si finalement c'est un peu ça? non, bah alors c'est un peu vrai, mais pas vraiment vrai. C'est-à-dire que si on prend là il y a 10 jours, j'ai fait 4 fois de 45 au squat. Je peux te dire que j'ai forcé, hein. C'était, je peux te dire que c'était très très dur. Après, quand tu vois la vidéo, t'as pas l'impression que c'est si dur parce que il y a pas trop de dégradation technique, parce que la trajectoire elle reste assez bonne, parce que la vitesse est relativement normée. Mais je pense qu'avec l'expérience en fait et les années, même quand je fais des max, ça se dégrade assez peu et il n'y a pas de grosse différence de vitesse. Parce que même quand on voit le 300 que j'ai fait à ma dernière compétition, il y a plein de gens qui me disent oh là là, putain ça monte vite, t'es facile, machin truc bidule. Mais j'ai pas 1 kilo de plus, hein, vraiment pas. Donc il faut pas forcément se fier à la vitesse à laquelle les barres montent et commencer techniquement. Ça c'est la première chose. Après c'est quand même un peu vrai dans la mesure où je vais forcer sur ma dernière semaine de bloc en général, parfois un peu sur l'avant-dernière, mais c'est vrai que sur les autres, on est relativement sur du sous-maximal. Mais
Pour des raisons déjà de prévention des blessures, parce que voilà, je suis un petit peu fragile, et puis parce que j'ai une logique d'entraînement qui est un peu plus d'accumulation de volume avec les années, et l'idée c'est d'emmagasiner pour gratter des petits kilos et pas forcément aller faire des PR régulièrement. Là où quelqu'un comme Hugo qui a commencé, ça fait quoi, c'est moins d'un an qu'on travaille ensemble, peut-être 8-9 mois, quelque chose comme ça. Il vient de la musculation traditionnelle. Alors il avait une bonne base quand même physique, et comme il progresse relativement vite, eh ben on va chercher des petits records. Alors pas sur tous les mouvements, mais il y a toujours au moins un ou deux petits records qui peut tomber à la fin d'un bloc, tu vois. Donc forcément, et comme sa technique est un petit peu moins calée parce qu'il est un peu plus débutant, etc. On peut avoir la sensation qu'il force plus. Ben, c'est exactement ce que j'allais te dire par rapport à la prévention des blessures. Je me disais que tu étais plus dans l'accumulation de volume à intensité sous-max plutôt que max pour aller gratter justement mieux durer. Et est-ce que ça, c'est une stratégie que tu as depuis longtemps, tu vois, cette augmentation de volume, ou c'est plus venu avec les années? Moi, ça fait pas très longtemps. Euh, disons que j'ai souvent eu des stratégies d'accumulation de volume, mais j'ai souvent eu des stratégies d'accumulation de volume trop lourdes, donc qui sont pas forcément bien passées. Là, pour que ça fonctionne, si on regarde un petit peu ma semaine d'entraînement, elle est quand même très polarisée. Tu vois, si on prend que le squat, par exemple, j'ai un squat vraiment lourd le lundi, un squat léger le mardi, un squat léger le jeudi et un squat moyen le vendredi. Tu vois, dans l'idée. Et Et quand tu dis finalement, moyen, est-ce que tu corrèles un RPE à ça? ouais, mais si on devait le corréler en RPE, tu vois, par exemple, on va prendre que l'exemple d'une dernière semaine de bloc parce qu'une première semaine, c'est pas forcément parlant. Mais alors, si, allez, sur la première semaine du bloc, sur la première séance, pardon, de la semaine, donc le lundi, sur la séance du lundi, en semaine 1, je vais être vers RPE 6, en semaine 2, vers RPE 7, semaine 3, RPE 8, semaine 4, RPE 9, dans ces eaux-là, tu vois, si on le schématise. Si on regarde sur la séance moyenne, je vais être RPE 5-6 les 2 premières semaines, RPE 6-7 la semaine 3 et RPE 7, 7,5 la dernière semaine, à la limite RPE 8, tu vois. Donc on est quand même un peu plus loin du truc. Et par contre, sur mes deux séances du mardi et du jeudi, je vais être dans aucun RPE parce que c'est des charges où j'ai 20 répétitions de marge largement, quoi. Donc où là, tu vois, je vais travailler à 170, 180, ce qui est quasiment à 100 kilos de mon max. Donc on est très très loin, et sur des séries relativement courtes. Par exemple, des séries 3, 4, 5 à 60-70%. Donc vraiment pas grand-chose. Ouais, je vois, mais c'est pour ça que je te fais parler de ça, parce que c'est intéressant dans le sens où on a toujours tendance à penser qu'il faut forcer, 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 forcer. Et en fait, tu t'entraînes plus facilement que dur, quoi, entre guillemets. Alors c'est pas forcément s'entraîner facile parce que euh, quand je vais faire un squat tempo à 170 kilos, tu vois, effectivement, en absolu, la charge, enfin, en proportion par rapport à ce que je suis capable de faire, la charge, elle est pas lourde. Mais en absolu, ça reste quand même 170 kilos sur moi en termes de structure et en termes d'intention, de gainage, de technique, de plein de choses. Euh, mais il y a beaucoup quand même, tu vois, c'est-à-dire que je suis pas en train de rigoler quand je le fais. Et j'y mets l'âme, comme dit notre ami Vincent Issartel, tu Mais vois, vraiment. justement, je pensais exactement à lui quand tu disais ça. Parce que je me souviens qu'à un moment, il y a des années, il avait posté, il avait dit une série d'échauffements reflète la qualité de votre entraînement, tu vois, dans le sens où dès la barre à vide, tu dois être avec l'intention d'avoir la bonne technique. Voilà. C'est dans West Side Barbell, ils avaient beaucoup ça. Louis Simons, il disait, tu dois faire bouger une barre à 20 kilos. Tu dois faire une barre à 20 kilos comme s'il y en avait 200 pour qu'une barre à 200 bouge comme s'il y en avait 20. Tu vois, en termes de vitesse, de technique, d'intention, etc. Et il y a vraiment de ça. Et pour que cette stratégie d'accumulation de volume, elle soit payante, ben, il faut que tu aies toutes ces intentions de régularité technique et de qualité. Tu vois, j'insiste beaucoup, moi, avec mes athlètes en coaching sur la qualité et la répétition de qualité et l'accumulation de qualité. Parce que avec mes athlètes, avec la maturité maintenant, même sur des athlètes qui sont
débutant ou moyen, j'ai une stratégie d'accumulation. Tu vois, si on prend Hugo, il peut forcer parfois, mais il y a des moments où il a des séances faciles. Et d'ailleurs, il me le dit souvent dans ses retours. Il me dit, bah là, rien à signaler, c'est très facile. Là, c'est très facile. Là, c'est très facile. Je sens que ça le frustre un petit peu d'ailleurs, mais là que ça fait 8-9 mois, il commence à comprendre l'intérêt du truc et il voit que ses barres, elles augmentent et que quand on force, du coup, on est vraiment en mesure de forcer vraiment et ça permet d'avoir de l'adhérence, tu vois. Et ça, c'est souvent le plus dur avec les athlètes. Mais il faut que pendant les phases d'accumulation et les phases légères, vous ayez vraiment l'intention de faire les choses intelligemment, qualitativement et de mettre 100% de votre investissement, même si vous avez que 60% de la charge sur la barre. Bah, alors tu devances ce que j'allais dire, mais en fait, j'aborde ces sujets-là aussi parce que quand on est coach, en fait, la première priorité, c'est de pas blesser les individus, de pas vous blesser. Donc, en ce sens, Clément a expliqué un peu comment il fonctionnait, intensité sous max, et il a parlé de la frustration du fait qu'il y avait beaucoup de séances faciles, et c'est vrai que Hugo m'en a parlé, mais tout le but, en fait, effectivement, c'est de pouvoir progresser, je vais pas dire en forçant le moins possible, mais presque, et donc ça implique d'avoir un rythme de progression assez lent, qui peut être frustrant, mais qui finalement, on en a souvent parlé, paye beaucoup plus sur le moyen et long terme. Parce que le but, c'est pas d'être fort dans 3, 4, 5 semaines, c'est d'être fort dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et finalement, on se rend bien compte qu'en prenant son temps et en n'essayant pas d'aller plus vite et que la musique, on arrive à durer. Et ça me permet de rebondir sur un truc que j'ai vu aujourd'hui. Il y a Michael Gundil qui a écrit notamment les méthodes de Lavier, qu'on recommande fortement, notamment la méthode de Lavier 2, et qui sort notamment prochainement un bouquin sur les pathologies dans les sports de force. Il a publié une vidéo que j'ai vue ce matin sur Eddie Hall. Donc au moment où je fais ce truc-là, je dis le matin, mais ce sera plus le matin pour vous. Où, a priori, ils ont fait une étude, donc plus ou moins sérieuse, pour analyser le renforcement de ses tendons par rapport à ses muscles. Donc ils ont comparé par rapport à des personnes sédentaires, donc qui font pas de sport, pour voir les différences qu'il y avait en termes de grosseur des masses musculaires des tendons. Et ils sont aperçus que sur certains muscles, il avait 200% de plus de muscles. Donc 200%, ça me paraît pas si important, mais bon, le type est énorme, hein. Eddie Hall, c'est un des hommes les plus forts du monde quand même. Par contre, ils se sont aperçus que sur ces 200%, notamment au niveau du quadriceps, son tendon n'avait grossi que de 30%. Donc ce qui est bien moindre, et ce qui montre encore une fois, on l'a souvent dit, c'est que le corps, entre guillemets, les tendons, les ligaments, les os, se renforcent beaucoup moins vite que les muscles. Alors ce qu'on ne sait pas, et Jérôme, donc Michael dans la vidéo le dit très bien, c'est la qualité du renforcement, parce que c'est pas forcément plus c'est gros, plus c'est renforcé, et ça on le sait pas trop, mais ça montre encore une fois que en fait, si on va aller trop vite, et même si on a la capacité de monter plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, en fait, on va avoir une grosse disproportion, qui est déjà importante, entre le renforcement tendineux et le renforcement musculaire. Or, ce qu'on veut pour durer, c'est laisser le temps à notre corps de s'adapter, de se renforcer, sachant que on utilise, je le dis souvent, des poids lourds, forcer la progression, tout ça, c'est pas hyper santé, donc on essaie de minimiser quand même les dégâts, de ralentir l'usure qu'on est en train de procurer, mais qu'il y a une vitesse différente, et c'est une des raisons pour lesquelles les personnes qui se dopent, en fait, quand elles progressent très 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 vite, en fait, se rendent pas compte qu'elles sont en train de se détruire, et qu'après elles s'explosent, elles s'arrachent un pec, elles s'arrachent un biceps, s'arrachent un grand dorsal, un infraépineux, un quadriceps, en fait, elles ne sentent plus rien, et ils deviennent tellement forts rapidement que les structures n'ont pas eu le temps de s'adapter. Et c'est ce qui peut se passer. Je me souviens quand j'étais gamin, que j'avais la vingtaine et que je forçais comme un malade. En fait, je me faisais souvent plein de petites déchirures, des petites élongations, comme on dit, des déchirures stade 1 maintenant. Et en fait, je forçais tellement que mon muscle, je prenais de la force, de la force, de la force. Mais en fait, mes tendons se renforçaient pas suffisamment. Et donc, il montre dans la petite étude qui a été faite sur Eddie Hall, comparé à des sédentaires, qu'il y a même des personnes chez qui, en fait, le tendon ne grossit pas. En fait, et qui, en fait, ont un renforcement musculaire, mais pas un renforcement, je dis entre guillemets, parce qu'encore une fois, on voit pas la qualité du tendon, proportionnel. Et donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant pour corroborer avec tout ce que tu dis. Qu'en penses-tu, Clément? Bah, moi, ce que j'ai en tête, c'est la vitesse d'adaptation des tissus qui s'adaptent pas tous à la même vitesse. Et ce que j'ai en tête, c'est que les muscles s'adaptent en quelques semaines, là où les tendons mettent plusieurs mois. Donc forcément, si votre masse musculaire ou votre force via le système nerveux, parce que bon, pour être fort, il faut, si on schématise vraiment, il faut plus vous allez avoir
de masse musculaire, bah, plus vous aurez enfin, c'est l'unité de base du mouvement, donc plus vous aurez de potentiel de force. Et après, c'est à quel point cette masse musculaire, elle est innervée. Bah, plus il y aura de nerfs qui transmettront l'information, bah, plus votre muscle sera fonctionnel. Enfin, sera efficient si on grossit un petit peu le trait. Donc, au niveau nerveux, ça va très très vite. L'adaptation nerveuse, elle va très très vite dans une certaine mesure. Alors quand vous arrivez à un très haut niveau, ça se ralentit, mais quand vous êtes débutant, ça va très vite. L'adaptation musculaire, ça met quelques semaines, ça va relativement vite. Mais par contre, le tendineux, ça met énormément de temps. Et effectivement, si vous faites ce que vous êtes capable de faire au maximum, mais sans aucune marge et sans rien, et que vous le faites toutes les semaines, eh ben vous allez prendre des risques. Et en plus de ça, moi, si on reprend le cas d'Hugo, là, il m'a dit, donc il avait une single à 180 au soulevé de terre à faire. Exactement, il m'en a parlé, ce sagouin. Et il me dit, je suis sûr, je suis capable de faire 200. Là, si on met 200, je suis sûr que je l'ai fait. Et je lui ai dit, oui, je pense que tu es capable de les faire, mais on s'en fout parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que tu les fasses aujourd'hui, RPE 10 et probablement dégueulasse avec des déformations et des structures qui sont pas encore capables de les faire, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que on les fasse peut-être dans 6 à 8 semaines, mais qualitativement, avec un petit peu de marge et sans te mettre en danger. Et c'est pour ça que là, bah, il a 180, je crois, il finit son bloc à 185, et ensuite le bloc d'après va redescendre un peu, puis remonter, et ainsi de suite. Mais ça répond à une certaine logique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de monter effectivement lourd pour aller proche de la dégradation, parce que si tu travailles, alors dans un optique développement de la force, parce que si tu travailles vraiment que sur du sous-maximal et que il n'y a pas de challenge postural, eh ben tu vas pas développer ta posture. C'est-à-dire que je sais pas moi, admettons que ça se dégrade à partir de 90%, ben ça va être intéressant de travailler sur des pourcentages qui sont challengeants, tu vois, peut-être entre 88 et 92 pour avoir, s'il y a une dégradation qui soit tolérable, mais qui te permette de repousser un peu plus loin ce seuil. Ça, c'est intéressant. Par contre, si tu vas sur du 100% alors que la dégradation elle apparaît dès 90%, eh ben c'est peut-être pas forcément intelligent. Mais l'idée, et c'est pour ça que chez le débutant ou l'expert c'est un petit peu différent, c'est d'aller travailler de temps en temps proche de ces zones, mais sans trop dépasser, parce que quand tu dépasses trop et trop fréquemment, tu risques de te faire mal. Mais si tu te rapproches pas de ces zones, eh ben tu vas pas créer d'adaptation et tu vas pas forcément améliorer ta technique sur le lourd. Donc c'est un équilibre à trouver. C'est pour ça que tout l'art de l'entraînement et du coaching, c'est de gérer la charge d'entraînement pour pas que le mec se blesse et de gérer la charge d'entraînement pour que le mec progresse suffisamment. Et qu'il y ait un petit challenge, effectivement. Voilà, c'est effectivement mettre un stress minimal pour progresser. Minimal au sens où si votre mec, avec un 3x4, il progresse, et ben ça sert à rien de lui mettre un 4x4 ou un 5x4. On en avait déjà parlé dans le podcast Spécial Force. Trouver le volume minimal qui fasse progresser suffisamment vite. Mais il y a aussi cette composante d'intensité. Et il y a des gens que vous pouvez faire monter plus ou moins en intensité, etc. Mais il faut que ça, vous l'individualisiez à votre athlète et à votre profil. Alors, je pose une autre question dans cette optique de longévité. Quid du roulement des exercices d'assistance dans le sens où on se rend bien compte que quand on se sollicite, quand on répète un mouvement, on répète, on devient effectivement plus efficace, plus optimisé, que nerveusement on progresse dessus. C'est plus facile de mettre plus lourd, mais dans une optique de longévité, là, comme toi, c'est la force, forcément, tu peux pas varier les exercices de compétition, ou du moins pas mettre trop de variantes, du moins que s'éloigne trop du mouvement. Oui, des exercices d'assistance. Est-ce que tu fais aussi varier ces exercices d'assistance, de renforcement? Si oui, est-ce que c'est dans une optique de longévité? Sinon, pourquoi? Et si oui, tous les combien? Alors, ça fait beaucoup de questions. Ouais, alors, est-ce que tu fais varier les exercices d'assistance? Alors, à chacune des questions, la réponse, c'est ça dépend. Alors, ça dépend. Tu te lances en politique, c'est ça? Bah non, mais Futur président. de toute façon, La langue de bois. non, mais c'est malheureux, mais dans l'entraînement et dans le coaching, la réponse est toujours ça dépend. Mais après, je vais essayer d'expliquer, ça dépend de quoi. Je fais varier les exercices d'assistance de manière générale, oui.
Néanmoins, ça dépend des exercices. C'est-à-dire que dans les exercices d'assistance, pour moi, il y a plusieurs types d'exercices d'assistance. Tu as l'exercice d'assistance à viser un petit peu hypertrophie où tu veux, je sais pas moi, par exemple, un squat bulgare, un leg extension, etc. Et effectivement, cela, ça peut être Et le intéressant. développé épaule sur lequel tu progresses, là, j'ai vu que tu m'avais tagué. Ouais, t'as vu, mais je vais finir. Je vais les faire les séries de 10 à 40. Je vais les faire. Et donc ouais, enfin, à viser hypertrophie. Et là, ça va être intéressant de les faire un petit peu varier mais pas forcément trop vite, parce que bah l'idée, c'est, moi, j'aime bien les garder sur 3 blocs, les exos d'assistance. Pourquoi 3 blocs? Parce que le premier, on peut accumuler du volume en série de 10-12. C'est pas trop lourd. Euh, Vous 12-15 selon le truc, ça dépend. C'est pas trop lourd et ça permet d'accumuler un petit peu de volume. Le bloc d'après, je réduis la rep range, donc ça peut être 8-10 ou 10-12 en fonction de là où on est parti. Et le dernier bloc, soit 6-8 si on est sur un exo un petit peu polyarticulaire, tu vois, je sais pas, par exemple des dips ou un rowing planche. Et si on est sur des élévations latérales, on finit à 8-10. Encore que pour des élévations latérales, c'est un petit peu court en termes de nombre de reps. Mais et comme ça me permet de faire progresser mon athlète dessus. Et j'estime qu'au bout de 3 blocs comme ça, bah, tu as un petit peu rentabilisé ce que tu avais à avoir là-dessus et tu peux le faire changer dans cet objectif de longévité. Même s'il y a certains exos d'assistance que j'estime importants en prévention des blessures et en prophylaxie, en rééquilibrage, et qui pour moi, ça justifie de les garder un petit peu toute l'année. Par exemple, un Copenhagen Plank, donc, pour ceux qui savent pas, c'est un gainage avec l'intérieur du pied posé sur le banc qui vient un petit peu travailler au niveau de l'adducteur. C'est un très très bon exercice de prévention des blessures pour le squat et c'est un exercice, je pense, 90 ou 95% de mes athlètes l'ont toute l'année. Parce que pour moi, c'est un incontournable pour la prévention des blessures au niveau des adducteurs qui peuvent fréquemment arriver, puis même au niveau des pubalgiques peuvent fréquemment arriver pour les gens qui font énormément de squats. Donc ça, c'est un exercice, par exemple, d'assistance que je garde toute l'année et que je fais pas forcément, qui a pas forcément vocation à évoluer. De la même manière qu'un coureur à pied, bah, il fait des footings lents toute l'année parce que bah ça fait partie des fondamentaux pour construire sa base. Il y a certains exos d'assistance qui rentrent un petit peu dans cette catégorie-là et eux, je les fais pas varier. Ok. Donc, là, si je résume, tu as quand même des exercices un peu phares qui vont dire, qu'on pourrait dire préhab ou réhab plus, comme ton Copenhagen Plank. Ouais, par exemple. Euh, et d'autres, en fait, où tu vas faire rouler, en tout cas, tu vas changer, Ouais, ça. parce que finalement, cela, c'est pas un aspect Ouais. préhab, c'est plus un aspect renfort, et le but, c'est d'être renforcé plus globalement. Voilà, c'est ça. Alors après, même dans les exos renfo, tu as quand même toujours un aspect préhab. Par exemple, j'estime que dans un programme, tu dois avoir des tirages et j'essaye de faire en sorte qu'il y ait toujours au moins un ou deux tirages verticales, un ou deux tirages horizontal. Ouais, c'est ça. C'est ça. Un ou deux horizontal, un ou deux vertical, parce que ça, j'estime que c'est important, et de faire varier les prises de main. Coup d'ouvert, coup de fermé, pronation, supination ou prise neutre, tu vois. J'essaye de faire un petit peu tourner ça de manière à ce que dans la semaine, tous les patterns ou presque soient exploités. Et après, je fais tourner les exercices avec ce que j'ai comme panel d'exercices. Euh, J'estime que doit toujours y avoir au moins un exo de jambe unilatéral. Alors ça peut être un squat bulgare, ça peut être une pente, ça peut être un step-up, mais j'estime que comme tu fais beaucoup de squats qui est en bilatéral avec quand même des risques d'asymétrie, c'est important de maintenir un exo de jambe en unilatéral mais quand même un petit peu polyarticulaire qui vient mettre une composante avec le fessier pour mettre la hanche. Tu vois, je trouve qu'un leg extension unilatéral, ça n'a pas du tout la même vocation et le même intérêt qu'un squat bulgare unilatéral ou un step-up, par exemple. Mais bien sûr, il y a pas la notion de gainage actif, on va dire. Ouais, et puis bah t'es que sur l'articulation du genou, il y a que le quadriceps qui travaille. Là où sur un squat bulgare ou un step-up ou une fente, bah il y a la stabilisation, il y a le fessier qui rentre énormément en compte. Tu viens quand même activer aussi au niveau des obliques, il y a des choses qui se passent au niveau abdominal. Il y a plein de choses qui sont en jeu. Effectivement, c'est une forme de gainage actif et tu as beaucoup plus de prévention des blessures avec un exo comme ça
Alors que si je mets un leg extension unilatéral, c'est vraiment que je suis que dans un objectif hypertrophie et pas dans un objectif prévention des blessures pour le coup. Je vois tout à fait. Alors, Et comme le temps et les ressources sont souvent limités, c'est rare que je mette un leg extension là où un squat bulgare, par exemple, il est 2 en 1. Parce qu'il me fait à la fois l'hypertrophie, mais il me fait aussi un petit peu la prévention des blessures. Alors que mon leg extension, il va me faire que l'hypertrophie et pas la prévention des blessures. Enfin, prévention des blessures sur le genou à la limite, mais il est moins complet, on va dire, que le squat bulgare ou le step-up ou je sais mais pas. bien sûr, bien sûr. Encore une fois, chaque exercice doit avoir un intérêt précis par rapport aux Voilà. problématiques ou un objectif qu'on souhaite. Et, et comme bah, les ressources en temps sont limitées, des fois, il y a certains exercices qui font un peu 2 en 1 ou 3 en 1. Et du coup, bah, ces exercices-là, forcément, ça en fait des exercices phares parce que bah, quand avec un exercice, tu viens remplir 2 ou 3 objectifs, cocher 2 ou 3 cases, bah forcément que cet exo-là, tu vas le mettre plus souvent qu'un exercice qui ne coche qu'une seule case. C'est pour ça que mes athlètes ont beaucoup de squats bulgares aussi, même s'ils me détestent pour ça. J'allais dire, à quand l'exercice avec ton nom, comme moi j'avais fait avec le Magic Triceps pour les triceps? Ah, c'est Euh, vrai. à quand l'invention de, je sais pas, du squat goudin, quoi? Du goudin presse. Le goudin presse, c'est bien C'est ça. quoi le goudin presse alors? Qu'est-ce que c'est de ce goudin presse? C'est que faut que j'y réfléchisse un petit peu. Bon, réfléchis pour la prochaine fois, tu nous diras. Alors, il y a une question, je vois que le temps passe, que je voulais absolument aborder, qu'on a eu sur le forum. Alors, je vais la lire. C'est une question de Seb D qui est parti pas mal et qui a souvent des bonnes questions. Comment éviter les courbatures après les vacances? Bonjour, 3 semaines de vacances et je me doutais ensuite que la reprise allait être difficile. Ce n'est pas que j'ai fini par me goinfrer devant les buffets. J'ai plutôt bien géré pour me maintenir. Mais impossible de faire une séance de musculation, pas une salle à porter. J'avais prévu le coup en emmenant mes chaussures de running pour faire à la place du footing découverte. Le problème est survenu lors de la reprise. Après la première séance, j'avais les adducteurs en miettes et je marchais comme un cow-boy pendant 4 jours. Je m'en doutais un peu, je m'étais un peu désentraîné. Ça devrait aller mieux les séances suivantes, mais je demande si j'aurais pu éviter le problème. J'aurais pu emmener mon TRX ou des élastiques. Mais comme je n'ai pas de repère avec, c'est difficile de trouver une charge équivalente avec mes exercices aux haltères. Je ne me vois pas aborder des exercices que je ne sais plus charger, car je les ai abandonnés. J'aurais pu faire un circuit quotidien du type 7 minutes, c'est plutôt cardio, court, mais cela fait travailler pas mal de muscles, mais sans forcer. Aurait-ce été une bonne méthode pour éviter les courbatures lors de la reprise? Avez-vous une expérience de cette situation? Comment la gérez-vous? Est-ce que ça t'arrive toi encore, Clément, de faire des semaines sans du tout faire de muscu? Vraiment rien de rien? Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Euh, Ça fait 10 ans. ouais, non, pas 10 ans, au moins 2 ans. Et avant ça, ça faisait 6 ans ou 7 ans. Donc bon, c'est assez rare. Néanmoins, bah, quand j'étais allé au championnat d'Europe à Malte de billard, il y avait une salle de musculation dans l'hôtel, mais genre t'avais un rack d'haltères qui montait à 30 kilos et t'avais 2, 3 machines guidées Bah, ça complètement. allait pour faire tes épaules alors. Ouais, ouais, ça allait pour faire mes épaules. Donc, bah, je fais avec les moyens du bord, effectivement, et j'étais allé dans une autre salle, j'avais fait 2 séances d'appoint, j'avais fait 2 petits SBD légers, mais non. Alors du coup, bah, le premier conseil pour éviter les courbatures à la reprise, c'est de ne pas couper. Quand je dis ne pas couper, ça veut pas forcément, non mais ça veut Pars pas en pas vacances, forcément, pars pas en vacances. non mais tu peux partir en vacances, mais ça veut pas forcément dire ne pas réduire ou quoi, mais c'est de garder quand même une sollicitation la plus proche possible de ce que tu as l'habitude de faire. Comme ça, bah, tu n'auras pas cette notion de désentraînement. Après, je comprends très bien qu'il y ait des gens qui veuillent partir 2 semaines, 3 semaines, parce que ça fait pas partie de leur priorité et qui veulent pas s'entraîner pendant cette période-là, il n'y a pas de souci. Et si tu te retrouves effectivement dans une situation comme celle-là où t'as pas de salle. Après, bah, si vraiment tu es dans une situation comme ça où t'as pas de salle, euh, moi, je suis partisan de faire beaucoup. Je fais mes athlètes, je leur conseille de faire des petits EMOM avec des exos de base, des pompes, des dips, des tractions, des squats bulgares. Encore une fois, du gainage actif, du Copenhagen plank, du star plank, des exos principalement axés gainage parce que je trouve que c'est important ça de pas le perdre. Beaucoup de travail en unilatéral et à mettre dans un format un petit peu soit circuit training, soit EMOM, tout ça, parce que ça permet de faire un maximum de choses dans un minimum de temps et ça correspond aux contraintes de vacances. Et plus tu vas ratisser large, bah moins tu vas te désadapter, te désentraîner. Donc voilà. Et
bah, même si c'est un exo, je sais pas, qu'il a pas l'habitude de faire, s'il le fait au poids du corps ou avec un élastique, il est pas en sucre, il va pas se faire mal, donc il y a pas de souci. Et après, bah, si t'as pas pu faire ça, ou même si t'as fait ça, parce qu'effectivement, pendant 3 semaines, tu fais que du poids de corps, ça peut ne pas suffire. Et il faut que ta reprise, elle soit extrêmement légère et adaptée. Donc, que tu baisses beaucoup les charges, mais que tu baisses beaucoup ton volume. Je dis n'importe quoi, mais il y a rien de scandaleux à ce que si tu avais l'habitude de faire un 4x10, eh ben, tu te contentes de faire un 2x5 avec moins lourd que ce que tu avais l'habitude de faire, tu vois, pour la première séance. Tu auras des petites courbatures, mais qui seront pas énormes. Tu pourras te rentraîner le lendemain ou le surlendemain, ou peut-être que au lieu de faire 2x5, eh ben, tu fais 2x7. Et petit à petit, te laisser ben, peut-être 2 semaines pour revenir sur les formats habituels. Donc, ce que je conseille dans ces situations-là, c'est d'abord de faire remonter progressivement ton volume et ensuite seulement de refaire monter les charges. Mais si tu t'étais arrêté avec 4x10 à 60 par exemple et que tu reprends avec en te disant je reprends tranquille avec 4x10 à 55, sans doute que tu vas le faire, mais par contre c'est sûr que tu vas être fracassé de courbatures. Donc Et peut-être puis, que et si puis, tu et t'étais puis c'est pas dit que tu te fasses pas mal en plus. c'est pas dit que tu te fasses pas mal. Donc peut-être que si tu t'es arrêté avec 4x10 à 60, au bout de 15 jours ou 3 semaines, il n'y a rien de scandaleux à faire 2x5 à 45, tu vois. Et puis la séance d'après, 2x7 à 47 ou 50, et bah, relancer un cycle de progression, pas comme si tu partais de rien, parce que dans un cycle de progression, tu peux faire des incréments qui sont vraiment minuscules, et là, du coup, tu peux faire des bonds un peu plus grands, un peu plus rapides. Mais si tu t'es pas entraîné pendant 3 semaines, eh ben, il est relativement logique que ton corps il remette 2, 3, peut-être même 4 semaines à se réadapter, voire même beaucoup plus, parce que plus tu as un niveau qui est élevé, plus ton corps se désadapte vite. Et moi, je l'avais vu, donc c'est vieux, j'étais parti en vacances en Italie pendant 10 jours, il y a presque une dizaine d'années. Pendant 10 jours, j'avais rien fait du tout, du tout, du tout. Et ben, j'avais mis 6, 7 semaines à revenir à ce que j'estimais être mon niveau de départ. Euh, donc c'était il y a presque 10 ans. Donc aujourd'hui, si je faisais la même chose, ce serait peut-être même pire, je sais pas. Je reviendrai Donc pas. hein, Je je ne reviendrai reviendrai pas. jamais. C'est ça, je quitterai tout et je ferai du triathlon. Du Et billard, tu veux dire du billard. bah du billard. Ou je ferai le circuit training de Fabrice, le circuit entretien de Il serait Fabrice. trop dur et tu pourrais pas reprendre par ça. Ouais, ouais. Donc voilà, reprenez intelligemment et bah 3 semaines d'arrêt, bah il y a rien de scandaleux à faire 3 semaines de reprise en y allant très progressivement. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de repartir de très bas. Moi, quand j'avais fait, donc c'était après les France de 2022, je crois, où physiquement et mentalement, j'étais, j'étais vraiment usé, fatigué. J'avais eu beaucoup de blessures pendant la prépa et j'avais vraiment besoin de couper. J'avais coupé pendant plus d'une semaine. De mémoire, au squat, j'avais repris avec 3x3 à 120. Donc, sachant que j'avais fait 260 au squat 10 jours avant, quoi. Donc 3 x 3 à 120, c'est vraiment pas grand-chose. La séance d'après, j'avais dû faire 3 x 5 à 140 ou 150. Et après, bah, j'étais reparti vers 170 et j'avais repris un cycle de progression à partir de 170. Mais bah, la première séance que j'ai faite, c'était pas 170. Avec le 3 x 3 à 120, j'avais eu quelques courbatures, mais quand même bien moindres par rapport à si j'avais fait, pas moi, directement 3 x 6 à 180 ou un truc comme ça. Ta réponse me fait plaisir parce que souvent, je suis le seul, entre guillemets, à dire ça et je vois que ça plaît pas trop de dire que quand tu t'arrêtes 3 semaines, et j'ai fait un article il y a des années que j'avais actualisé depuis qui s'appelait Comment reprendre la musculation sur rudicoya.com et où j'explique qu'en fait que quand tu prends 3 semaines de vacances et que déjà t'as pas la vingtaine, mais voilà, même si t'avais la vingtaine, en fait, pour moi, il faut au moins 6 semaines pour revenir au niveau où tu étais. Et j'ai encore eu l'exemple dernièrement avec certains de mes élèves qui étaient venus justement à la Villa Superphysique. Donc mes deux élèves, deux de mes élèves en Côte d'Ivoire, parce que j'en ai pas mal qui sont en Côte d'Ivoire. Et quand ils sont venus ici, bah, en fait, ils ont voulu, ils ont fait la Spartane, ils ont fait des randos, ils ont fait des trucs. Ils n'avaient pas envie, pendant 3 semaines, de s'astreindre, entre guillemets, à leur rythme de 4 séances par semaine. Et donc, ils ont un peu lâché. Et donc, pour la reprise, justement, pour leur éviter les courbatures qu'a eu Seb, à savoir des courbatures vraiment handicapantes, où on sent que c'est pas loin de la blessure, tout ça, et c'est pas du tout agréable, bah, justement, je leur ai diminué à fond ce qu'ils faisaient. Et
j'ai pas été aussi drastique que toi en faisant 2 fois 5 à 45 s'ils faisaient 4 fois 10 à 60. Mais en gros, je les aurais fait reprendre à 45 pour donner un ordre d'idée, mais en 3 fois 10 et en augmentant la récup pour éviter au maximum ces courbatures désagréables qui, en fait, vont limiter la fréquence d'entraînement et ralentir la récupération. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on est peu avantagé pour la muscu, ce qui est le cas de Seb, parce que je le connais bien, on fait souvent des consultations ensemble, qu'on a des longs segments et qu'on se retrouve fortement étiré dans beaucoup de mouvements, et ben l'effet des mauvaises courbatures, entre guillemets, est démultiplié. Parce qu'on se retrouve vraiment très très loin de sa position optimale, de sa longueur optimale, CF la relation tension-longueur. Et en fait, quand tu fais l'effet du coucher haltère, par exemple, ben, quand tu fais du coucher haltère, là, tu vas te retrouver très très étiré, alors qu'en fait, ta position de force, c'est quand tu as le bras le long du corps. Et quand pendant 3 semaines, tu t'es désimmunisé musculairement à être très étiré, c'est-à-dire que c'est pas hyper sain, mais comme tu mets léger, ça va. Et ben en fait, tu as des courbatures qui sont encore accentuées. Donc ça aurait pu être aussi une idée de redémarrer avec une amplitude un peu moindre, sachant que tu n'as pas d'objectif de force, c'est plus un objectif d'être en forme, on va dire. Mais c'est vrai qu'il faut pas avoir peur, en fait, de repartir de très très bas. Moi, j'ai souvent fait cette erreur-là aussi quand j'avais eu des blessures. Je me souviens quand j'avais 17-18 ans et que je me pensais champion du monde de développé couché rapidement, et ben j'avais eu je m'étais fait mal à un pec en faisant du couché, car en faisant une accumulation d'un volume trop important de développé couché, et notamment j'avais m'étais fait mal en faisant du développé couché dans la cage à squat avec les supports réglés à 5 cm des pecs, qui était une technique d'exécution qui était très recommandée à l'époque par Joseph Pognier, qu'on avait interviewé sur Superphysique, qui est malheureusement mort depuis quelques années, qui était vraiment un champion de développé couché, qui était le revendeur Inzer, pour ceux qui se souviennent en France, à mon époque, il y a presque 20 ans. Et bref, il a commandé ça. Et à un moment, j'ai senti un claque sur un pec. Je me dis, bon, allez, dans 3 semaines, je suis guéri. Et effectivement, je sentais que j'étais guéri. Et à l'époque, je m'entraînais en série autour de, je sais plus, 120, 125, 130. Je faisais beaucoup de 10 x 5, 10 x 4, 10 x 3, avec une 30 de récup, un truc que j'ai toujours bien aimé. Et en fait, j'avais repris à 120. Je me dis, oh, ben, je reprends à 120. Et c'est vrai qu'à 120, ça passait. Mais le lendemain, et pendant encore quelques semaines, en fait, ça m'avait balancé. Aujourd'hui, on parlerait de tendinopathie, mais vraiment des douleurs au tendon d'insertion au niveau des pecs, et je pouvais plus écarter les bras. Et donc, ça m'a rajouté 3 semaines encore d'arrêt pour reprendre le coucher, ce qui m'a fait 6 semaines d'arrêt. Et quand j'avais repris, ce coup-ci, j'avais repris à 60 kilos, et je suis remonté tout doucement. Et mes espoirs d'être champion du monde étaient envolés. Ah, mais ça, c'est une post-blessure, c'est un vrai truc. Euh, Même quand vous avez mal, souvent, les gens n'acceptent pas de s'être fait mal, en fait, et ils veulent continuer de s'entraîner le plus lourd possible. Et en fait, au lieu d'être pendant une semaine, 10 jours, où vous faites pas et où vous reprenez léger, progressif, et qu'en fait, 2, 3, 4 semaines après, vous soyez revenu à la normale et qu'en fait, cet aléa vous est bloqué 3, 4 semaines, il y a beaucoup de gens qui veulent insister, continuer, continuer, continuer. Ce truc-là les emmerde pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça traîne, etc. Et donc, au lieu d'accepter de revenir un peu en arrière et d'être 3, 4 semaines léger, de revenir à 100% au bout de 4 semaines, eh ben, ils se contentent de s'entraîner à 70 ou 80% pendant des mois. Et en fait, au final, en faisant ça, vous perdez plus de temps. Et quand vous êtes dans une logique de reprise comme ça, post-blessure, moi, je l'avais vécu quand j'avais eu ma cervicalgie avec les pertes de force dans le bras, etc. J'étais revenu vraiment très, très, très lentement. Et en 12 semaines, j'étais revenu à mon meilleur niveau. Alors que si j'avais voulu aller plus vite que la musique et rusher ce processus, comme au bout de 6 semaines, vouloir remettre des barres les plus lourdes possibles, eh bien, probablement que ça aurait mis 18, 20 ou plus à revenir parce que c'est quand même une blessure assez embêtante, assez grave. Et il faut accepter que ça mette du temps. Et quand vous êtes en reprise, c'est pareil. Et le conseil que je donnerais à Seb, c'est OK, tu veux ne pas t'entraîner pendant 3 semaines ou tu es dans un coin où il n'y a pas grand-chose, etc. Eh ben, il y a peut-être rien de scandaleux à se dire, vas-y, il y a un jour dans ma semaine, enfin un jour par semaine où je fais un peu de route pour faire une petite séance à la salle quand même, qui va, en plus de ce que je fais à côté, Bah, maintenir, me quoi. permettre de pas perdre, de limiter un peu plus la casse. Il faut être dans une logique de je limite la casse. Bon, alors forcément, si vous gardez votre semaine d'entraînement classique, bon, vous faites plus que limiter la casse, vous continuez de vous entraîner. Mais peut-être que faire une petite séance, une vraie séance qui ressemble à ces séances habituelles ou une séance full body pour faire un peu tous ces exos de base,
eh ben ça aurait permis de garder de la sollicitation et de réduire un petit peu ça. Et si t'as pas été en mesure de faire ça, bah reprends vraiment léger, peu de volume, intensité moyenne et je remonte et je fais une reprise comme si j'étais un débutant, sauf que je vais plus vite qu'un débutant, quoi. Ta réponse me fait sourire parce que ça ressemble exactement à ce que je dis depuis des années sur le fait que les vacances pour le corps n'existent pas et qu'en fait, parce que souvent on dit, ah, mais j'ai le droit de prendre des vacances. Et je dis souvent, je dis, mais c'est pas une question de droit ou pas, c'est que ton corps, en fait, lui, il est toujours en perpétuelle adaptation et si tu fais pas, bah tu perds en fait. Et c'est toujours ce que j'ai conseillé, c'est quand tu es en vacances, continue, même si voilà, tu veux faire d'autres activités, tout ça, continue à t'entraîner un peu si ton but c'est de progresser pour perdre moins de temps à la reprise pour progresser le plus longtemps possible. Et il y a beaucoup d'individus, je peux voir dans les coachings pareil que je fais donc à distance, où des personnes s'entraînent depuis des années et en fait chaque année elles prennent 2 semaines d'arrêt, je sais pas, j'ai une connerie pour caricaturer, en février, 2 semaines en été et puis 1 semaine ou deux encore à Noël. Et là tu dis mais écoute là pour ta progression, 2 semaines d'arrêt, d'expérience, il va te falloir un mois pour revenir et encore avec de la chance si on est un peu rapide. Donc en fait à chaque fois tu perds 3 fois 6 semaines, tu perds 18 semaines pour progresser. Et à chaque fois tu fous un peu en l'air le truc, donc ta progression sur le moyen et long terme c'est un peu comme les temps de récup. Si tu te limites à 1 minute 30, à un moment, tu es quand même assez limité. Il faut monter dans les temps de récup. Et c'est pareil dans la muscu pour les arrêts. Bah, moins tu t'arrêtes, si tu entraînes de manière intelligente, comme on l'a expliqué un peu aujourd'hui, en gérant bien ton intensité et ton volume, et bah, tu vas beaucoup mieux progresser sur le moyen et long terme que si tu n'arrêtes pas de faire des arrêts et que tu reprends trop vite et que même si tu reprends doucement, bah, tu perds du temps dans ta progression sur le moyen et long terme. Donc, encore une fois, c'est toujours une question d'objectif. Qu'est-ce que tu veux faire? Euh, Est-ce que tu fais de la muscu pour progresser? Voilà, c'est ton but. Ou t'en fais juste comme ça, activité, voilà, pour te faire plaisir. Et dans ce cas-là, bah, faut accepter de repartir très très bas, comme l'a dit Clément. Mais sinon, Et, faut jamais s'arrêter. Et on le voit bien avec les années en plus que l'arrêt fait pas de bien. J'en ai souvent parlé sur la récupération et j'en parle dans un podcast qui n'est pas encore sorti avec mon pote Grégotte, qui s'est fait mettre une prothèse de hanche il y a pas longtemps. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais pour récupérer? Je lui dis, bah, avant, je faisais rien et maintenant, je fais plein de trucs pour récupérer. Je n'arrête pas entre les mobilisations, les vêtements de compression, l'échauffement, même des retours au calme, de la respiration, plein de choses que je faisais pas avant. Le sauna infrarouge quand il fait mauvais, se mettre un peu au soleil, pas longtemps, mais un peu. Et bref, plein de choses pour aider à récupérer parce qu'encore une fois, plus tu vieillis, plus tu as cette tendance à perdre en fait facilement parce que le vieillissement en fait c'est comment on pourrait dire c'est accepter qu'on va perdre et donc tu essayes de lutter contre cette acceptation de la perte par tous les moyens c'est et ça passe par le fait de ne pas s'arrêter quoi. le fameux seau percé qui ne fait que se vider et que tu cherches à remplir, remplir, remplir et Exactement là, et le trou est de plus en plus gros en fait donc le c'est ça le trou est de plus problème. en plus grand. Exact. Après, pour revenir sur le sujet des vacances, euh, il y a quand même des situations où j'estime que ça peut être pertinent. Tu vois, moi, par Mais exemple, quand je combien de t'ai dit en temps? 2020, alors, tu vois, par exemple, la statistique, après les Jeux Olympiques, chez les sportifs, c'est 60% de burn-out. Donc, c'est énorme quand même, Bien sûr, bien sûr. comme statistique. Tu vois, et je pense que si on prend, tu vois, on dit Léon Marchand, il a fait 4 médailles d'or, blablabla. Bon, c'est un mec qui nage 2, 3 fois par jour, puis qui nage, Bien il sûr. fait pas de la brasse mamie, hein, il nage à fond. Toi, tu dis que Les Fabrice c'est de mecs la qui brasse font que mamie? compter. Non, non, il fait de la brasse tenue, Fabrice. Et les mecs qui font que compter les carreaux au fond de la piscine, avec un mec qui leur gueule dessus et tout, en natation, si les carrières sont aussi courtes, c'est pas que l'usure physique, c'est surtout une usure psychologique. Et on le voit chez plein de grands athlètes, soit Michael Phelps, Laure Manodou, ou plein d'autres, ou Florent Manodou. Ils ont tous eu des périodes d'arrêt et ensuite ils ont repris, etc. Parce que mentalement, ils n'avaient pas su gérer ces périodes de off. Moi, en 2022, après les France, j'ai été physiquement et mentalement vraiment fatigué, etc. J'ai ressenti le besoin de faire ça, mais parce que on est sur du sport performance avec beaucoup d'entraînement, beaucoup de contraintes, beaucoup de choses comme ça, des enjeux. Alors pour dans le cas des nageurs de haut niveau, beaucoup plus d'enjeux que moi, hein, c'est pas la question, mais il y a des choses comme ça. Quand vous faites de la musculation pour votre plaisir ou de la course à pied pour votre plaisir ou du sport pour votre plaisir, bah il y a pas de raison que en vacances ça arrête de vous faire plaisir en fait. Donc là, sauf si vous ressentez le besoin de vous arrêter ou le burn-out du sportif qui arrive parce que ça existe. Bon, d'accord, mais je pense que ça concerne essentiellement le sport performance et les sportifs. Et faut pas confondre du coup
un sportif comme Léon Marchand qui va peut-être pas nager là pendant un mois ou 6 semaines parce que c'est ce qu'il a dit qu'il allait prendre une longue période sans nager pour pouvoir mieux reprendre après. Il faut pas confondre lui et les efforts qu'il a pu faire et les sacrifices qu'il a pu faire ces 2, 3 dernières années avec vous qui faites 3 ou 4 full body ou un petit split dans votre semaine. En termes de contraintes, en termes de fatigue mentale et d'épuisement, ça n'a absolument rien à voir. On n'est pas du tout sur la même chose. Et on dit souvent, il y a beaucoup de coachs, un peu des coachs en carton qui disent ah mais ça fait du bien de couper, machin, un truc bidule, prends 15 jours, c'est rien, tu reviens et t'es mieux. Bah non, si tu t'arrêtes 15 jours, tu reviens et t'es rincé. Alors après, peut-être que ça va te faire du bien et que 6, 8 semaines, 10 semaines après, quand ce sera vraiment le moment de faire des efforts en plus, mentalement, tu seras plus présent, ça t'aura fait du bien. Mais on parle de performance, d'intensité et de sacrifice, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens qui font de la muscu en salle de sport pour s'entretenir. Ah ouais, mais t'as bien résumé. Encore une fois, c'est encore une fois une histoire de contexte. Et c'est sûr que quand tu fais un sport qui nécessite un gros volume d'entraînement et que tu es à haut niveau, c'est pas les mêmes demandes. C'est pas les mêmes demandes Et que quand tu prennent fais, 4-5 fois par semaine, quand 1 heure tu, ou 1h30, quoi. ah ouais, du tri quotidien avec Philippe Lucas qui t'insulte toute la journée en étant 6 heures dans la piscine là. Je peux te dire qu'à la fin, t'as envie de vacances, hein. C'est sûr et certain. Tu sais, je me souviens, Laure Manodou, quand elle avait pris sa retraite la première fois, tout le monde avait dit oui, parce qu'elle avait fait un an des Jeux. Tout le monde avait dit oui, c'est n'importe quoi, nanan, nanan. Et c'est vous qui êtes à 6 heures du matin dans la piscine tous les matins depuis que vous avez 12 ans. Ça fait 10 ans qu'elle fait ça. Bah, ça peut s'entendre que mentalement, elle Non, y bien arrive sûr, plus, non, en mais fait. bien sûr, là, ça n'a aucune comparaison. Mais c'est vrai que moi, Mais le j'ai sport, du mal avec, comme tu l'as dit, c'est les personnes qui, en fait, font de la muscu pour le plaisir, tout ça, et partent en vacances et se disent, bah, alors après, tu peux faire un périple ou un truc, il y en a qui font des trucs, oui, bien voilà, sûr. voilà, ça, je comprends tout à fait. Mais il faut accepter un peu les Non, mais conséquences. Mais sinon, en fait, si t'as du temps, bah, entraîne, c'est cool de s'entraîner, quoi. bien sûr, bien sûr. Alors après, je peux comprendre que socialement ou dans la vie de famille, etc., ce soit un petit peu compliqué, etc. Puis encore une fois, tout est acceptable, hein. Tu sais, le mec qui me dit j'ai envie de faire vraiment une semaine complète avec ma famille et de pas avoir à me prendre la tête avec ça, puis c'est pas une priorité, etc. Mais alors, mais aucun souci, hein. Moi, je l'accepte très bien. J'ai des athlètes qui font ça, c'est pas un problème. Vraiment, pas de souci. Simplement, voilà, il faut juste être au clair. Si ce mec-là, il me dit ça et qu'il me dit mais je veux être champion du monde. Bon bah non, tu vois. Si tu veux être champion du monde, peut-être que bah tu peux pas te permettre ça. Et, Par contre, et, si et, tu veux juste, et même si tu veux être en très très bonne forme, c'est ouais, difficile à entendre. ouais, voilà. Alors après, encore une fois, tout dépend où on place les curseurs. Voilà. Mais oui, c'est ça. Après, encore une fois, hein, tu veux partir 10 jours en Corse et faire le GR20, bon bah écoute, effectivement, tu vas pas t'entraîner le soir, il y a pas de salle là, mais Non, mais ouais. il y a pas de souci. Mais ou même tu veux faire une semaine avec ta famille et tu veux pas faire de ça. Tu vois, j'ai un athlète à moi tous les étés, il part 5 6 c'est un des mecs les plus sérieux que j'ai eu en coaching, hyper carré, ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble. Tous les étés, il part 6-7 jours en bateau avec sa femme, ses enfants, Ah, ça son va, père, sa 7 famille. jours, une semaine, c'est pas méchant. Ah ouais, et le mec, il y a une semaine par an, c'est tout, tu vois. Bon ben évidemment, il y a aucun souci, tu vois, c'est normal. Il y a pas de problème, tu vois. Par contre, effectivement, il y en a certains, bah c'est 2 semaines à tel moment, 2 semaines à tel moment, 2 semaines à tel moment. Comme tu as dit, Bah tu as voilà, perdu voilà, 18 là, c'est semaines. mort. Là, c'est mort. Et sur tes 52 semaines de l'année, bon ben ça fait beaucoup. Et tu fais ça sur 10 ans, c'est 180 semaines. Donc en fait, tu as perdu ouais, t'as perdu plus de 3 années d'entraînement en 10 ans. Et là, Ouais. ça fait réfléchir quand même. Ouais, Même ouais, chose et puis pour ça, les ça limite blessures, hein. fortement ta progression parce que forcément, t'es obligé de tout Bien sûr, relancer à chaque fois et donc ça fout la bien merde. sûr. Et tu casses les dynamiques. Mais même chose pour les blessures, hein. Si t'es blessé 10 semaines par an, sur 10 ans, t'as perdu 100 semaines d'entraînement, t'as perdu 2 années d'entraînement. Donc se tenir éloigné des blessures, c'est déjà progresser. Et ça, c'est quelque chose qu'on répète souvent, mais qui a son sens. Et de bien savoir gérer l'après-blessure, parce qu'effectivement, quand tu fais de la performance, il y a quand même de grandes chances que tu aies un petit bobo de temps en temps, sans que ce soit la fin du monde ou dramatique, hein, mais qu'il y ait des gènes, des choses comme ça. Mais savoir les gérer, savoir les appréhender et savoir travailler autour sans les relancer, c'est aussi une compétence. Bien sûr, bien sûr. Non, mais tu as tout bien résumé. De toute façon, même si tu veux pas te blesser, faut pas t'arrêter. Mm. Mais d'entraîner Il faut intelligemment. t'entraîner, pas comme Fabrice.
Voilà, ouais, bah, je sais pas, ils s'entraînent un petit peu, mais en tout cas, faut t'entraîner parce que sinon, tes risques de blessure seront plus accentués pour reprendre tout ça. Bon, bref, j'avais Oui, résumé tout oui, ça, je le moi, rappelle, dans mon article, comment reprendre la musculation sur rudicoya.com. et le meilleur moyen de prévenir les blessures, ça reste de s'entraîner quand même. Mais de s'entraîner bien. Allez, ce sera le mot de la fin. Je vois qu'on est un peu plus d'une heure. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à réagir dans la partie commentaires sur YouTube, à laisser un pouce, à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Vous avez des questions qui n'ont rien à voir, ça se passe sur les forums Superphysique, www.superphysique.org, puis forum. N'oubliez pas le CQP et n'oubliez pas de consulter les liens dans la description pour aller plus loin avec nos conseils, que ce soit pour du coaching, des livres ou des compléments alimentaires, voire l'application SP Training. Sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.